Bonjour à toutes et à tous. On va continuer avec cette deuxième table ronde de la journée sur le Food Forum. Merci d'être avec nous. Merci à nos 3 intervenants, intervenantes d'être présents, d'avoir dégagé du temps dans vos agendas bien chargés pour vous transmettre leur savoir, leur expérience aussi sur la question de la vente à emporter. On va s'intéresser au contenu, au contenant, à la manière dont on livre ou on a arrêté de livrer. On va se poser la question d'où on en est avec la vente à emporter, quelles sont les solutions qui existent, celles qui ne marchent peut-être plus. On va se poser toutes ces questions pendant 45 minutes. Comme d'habitude, vous aurez l'occasion d'intervenir, de réagir, de rebondir. Je compte sur vous pour préparer des questions pour nos intervenants pour la fin de l'échange. Pour parler de cette question, Ayloane Dupuis, tu es chef, restauratrice et fondatrice de Saisonneau à Paris 10e. Merci d'être avec nous. Pierre-Jean Antoine, tu es fondateur de Lyon Eats, une solution de livraison un peu à rebours des grosses sociétés de livraison. On verra en quoi tout à l'heure. Et Olivier Legorgeux, tu es directeur commercial France chez Duni. Merci d'être avec nous tous les 3. Je voulais commencer avec toi, Ayloane. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as mis en place une solution vraiment zéro déchet, de A à Z, à 360 degrés, chez Saisonneau, aussi bien sur la partie vente sur place que sur la partie aussi traiteur que tu développes? Oui. Alors, le restaurant Saisonneau, on l'a ouvert en 2020, donc une année assez compliquée pour ouvrir un restaurant. Chez Saisonneau, le cœur du concept, c'est d'avoir une cuisine hyper engagée. Donc, on a travaillé sur plusieurs dimensions, de l'approvisionnement à la végétalisation de l'assiette. Et donc, de manière très cohérente, l'idée, c'était aussi d'avoir une démarche zéro déchet pour limiter notre impact sur la planète. C'est vraiment le cœur de notre concept. Donc la démarche zéro déchet, elle se retrouve partout, dans toutes les dimensions de notre activité, en interne dans la cuisine, où on va tout le temps réfléchir à comment repartir avec un sac poubelle vide à la fin de la journée. Donc on limite tous les consommables jetables, le sopalin, le film plastique. On essaye toujours de réfléchir à limiter ces déchets. Et pour avoir une cohérence totale, quand on a commencé la vente à emporter, puisqu'on a commencé notre activité en vente à emporter en raison du Covid, pour nous, c'était inimaginable de proposer des contenants jetables parce que ça n'allait pas avec notre cuisine, ça n'allait pas avec notre concept. C'était un petit peu osé parce que il y a 4-5 ans, c'était encore un sujet en friche, mais on ne se voyait pas faire autrement pour nous, pour notre équipe et pour nos clients. Donc on a mis en place un système de consigne avec des boîtes en verre qu'on a sourcées, qu'on a achetées auprès d'un fabricant français. Et on n'a pas laissé le choix. Voilà. Soit tu prends dans ces boîtes consignées, soit tu apportes tes contenants, soit tu vas autre part parce que laisser le choix, ça voulait dire laisser la porte ouverte à tous les emballages jetables. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on laissait le choix, les habitudes ont la vie dure et on a du mal à transformer nos pratiques. Donc sur la vente à emporter, le système de consigne il a été mis en place dès le début avec un stock qu'on a acheté en propre et un système de location à 2-3 euros la boîte en fonction de la taille du plat. Au fur et à mesure de l'évolution de notre activité, la vente à emporter a pris de moins en moins de place parce qu'on a retrouvé une activité plus classique de restauration qui était ce qu'on voulait mettre en place dès le début. Et on a développé très très fortement une activité traiteur et événementielle. Et là, à nouveau, la question des déchets s'est posée, des emballages, parce que l'événementiel, c'est une activité où il y a énormément d'emballages jetables dans le service. Et on a eu une grosse réflexion, encore une fois, sur comment limiter ces emballages. Beaucoup de réflexions à avoir avec nos clients pour les amener dans cette réflexion aussi avec nous. C'était une demande, mais ils n'avaient pas forcément conscience du prix et de l'impact que ça avait sur notre activité. Parce que c'est plus cher de faire comme ça ? Oui, parce que c'est plus cher, parce que en fait, généralement, les restaurateurs et les traiteurs ne font pas payer les emballages jetables. Quand on fait une vente à emporter dans un restaurant, on ne vous dit pas c'est 7 euros plus 50 centimes d'emballage jetable. Alors que quand on met en place une consigne, c'est clair, il y a 7 euros de plat plus 2 ou 3 euros de consigne. Donc
c'est pas qu'ils ne le faisaient pas payer, c'est que c'était pas affiché. Alors que quand on passe dans un mode de consigne ou de location de vaisselle, c'est affiché. Déjà parce que le taux de TVA n'est pas le même, mais ça c'est accessoire. Mais c'est aussi parce que c'est quelque chose qu'on récupère dans le cas de la consigne, donc c'est normal de l'afficher. Et dans le cas de l'activité traiteur et événementielle, c'est un coût qu'on a envie de mettre en avant en fait, parce que c'est généralement fait par un prestataire externe et donc il faut le différencier du coût des aliments. Donc il y a beaucoup de solutions. Mais c'est vraiment un travail à faire main dans la main, soit avec le client pour la sensibilisation, le client du restaurant, soit avec les clients d'entreprise pour faire comprendre en fait le vrai coût de cette démarche de location ou de consigne. On verra après comment tu vas jusqu'à imaginer tes recettes pour limiter aussi les déchets et les contenants. Ça fait partie justement des possibilités, Olivier, qu'il y a pour réduire ces déchets, et notamment la réduction en fait partie, mais donc il y a aussi le compostable, le recyclable. Chez Duni, quelles sont les solutions que vous proposez et qu'est-ce qui marche moins bien, vers quoi vous allez. Donc, sachant qu'en plus, depuis le 1er janvier 2023, la vaisselle à usage unique est interdite dans la restauration sur place. Est-ce que ça a amené du business pour vous, ou en tout cas amené aussi à vous réinventer sur les produits à usage unique que vous vendez? Oui, bonjour. Effectivement, nous, chez Duni, donc on est un fabricant suédois de solutions d'emballage pour la vente emportée et pour la restauration. On n'a pas une vision unique, c'est-à-dire on ne pense pas uniquement compostage, lavable, ainsi de suite. Donc on voit 4 grands chemins. Il y a le compostage, donc c'est assurer une fin de vie à tous nos produits, s'assurer qu'ils soient compostables en milieu industriel ou à domicile. 2, ça va être aussi aller vers des solutions recyclables. Donc c'est s'assurer que tous les produits sont 100% recyclables et faits à partir de solutions 100% recyclées. Donc quand on prend un PET par exemple, qu'on voit communément dans les bouteilles en plastique, c'est fournir à nos clients des PET qui sont à 100% recyclés, 100% rPET et non pas 60%. Ensuite, il y a le lavable. C'est quelque chose aussi qu'on redécouvre. Le changement n'est pas facile. Effectivement, il y a des habitudes. On y revient. Donc là, c'est des solutions essentiellement en plastique lavable ou du verre qu'on propose soit uniquement le contenant ou bien maintenant avec de la consigne. On a investi dans une start-up en Allemagne. On a déjà fait 3 millions de rotations, c'est-à-dire qu'on a évité 3 millions d'emballages jetables. Et puis dernièrement, il y a la réduction. La réduction, c'est réduire les plastiques, réduire les laminations. Sur des gobelets en carton, par exemple, on enlève les laminations à base de PE ou de PLA, on vient sur des laminations à base d'eau. Donc c'est trouver ce chemin entre ces 4 grandes orientations. Il n'y en a aucune qui est parfaite. C'est chaque business model, chaque utilisation. Ça peut convenir à un hôpital, par exemple, ou un lieu fermé peut être très très bon sur du lavage, de la consigne. Un restaurant qui opère en vente emportée peut avoir besoin d'emballage jetable. On reviendra sur la question des revêtements. En fait, tu me disais que vous avez enlevé les PFAS, les polluants éternels. On y reviendra juste après. Avant ça, je me demandais sur la question du compostable. Est-ce que c'est bien de le faire, mais est-ce que les restaurateurs ont la solution ensuite, ou même les particuliers, pour réellement les composter? Est-ce que ça finit pas au tout venant et brûlé comme le reste des déchets ou enfoui? Oui, il y a un travail de sensibilisation à faire. Je pense qu'aussi il y a aussi le réglementaire nous aide. Le législateur est là pour nous pousser. Depuis le 1er janvier 2024, tout le monde, restaurateur comme particulier, on a une obligation de composter. Les mairies sont supposées mettre à notre disposition des bacs de compostage. Et on travaille, nous, pour rendre nos produits compostables à domicile. On est les premiers à avoir sorti une serviette intissée Airlaid. Parce que sinon, c'est souvent du compostage industriel, c'est ça? Oui, et il y a peu de capacité de compostage industriel. Et puis les composteurs industriels aussi n'ont pas forcément tous besoin de nos produits puisqu'ils ont déjà des résidus agricoles.
donc ils ne sont pas forcément en recherche de carton. Alors que le compostage à domicile est le plus simple, c'est celui qu'on doit tous faire chez nous. Et c'est travailler justement à avoir les produits qui sont compostables à domicile. Et pour vous, restaurateurs, quelque part, c'est aussi demain vous faire des gains sur le prix de vos déchets. C'est que vous pouvez mettre déjà nos serviettes avec le flux organique et les valoriser. Il y a donc la partie cuisine, emballage, et ensuite la partie livraison avec toi, Pierre-Jean. Tu as développé Lyon Eats. Pour quelles raisons et quel est ton axe différenciant par rapport aux grosses sociétés de livraison à domicile? Alors bonjour déjà. En fait, on a développé Lyon Eats avec mon associé du coup qui lui-même était restaurateur pendant le Covid, donc en 2020. Le but était de trouver des solutions alternatives aux grosses plateformes qu'on connaît, aux commissions de ces grosses plateformes qui prennent environ 30% du coup par commande, d'avoir un modèle plus vertueux côté livreur aussi. Donc on a décidé de se lancer avec mon associé tout d'abord sur son restaurant, et puis après on s'est développé sur la ville de Lyon, et aujourd'hui on travaille avec une centaine d'établissements. Donc sur la livraison, le click and collect et d'autres services digitaux autour. Du coup, il y a un sujet aussi pour refaire le lien sur la partie emballage, c'est pour ça qu'on est réunis aussi. On a beaucoup de restaurants qui du coup pratiquent des choses sur place, malheureusement qu'ils ne peuvent pas adapter sur la vente à emporter ou livraison. On a quelques exceptions avec des restaurants qui comme toi, ont justement mis en place un système de consigne en propre du coup, même sur la vente à emporter et la livraison. Et après, on a aussi énormément de consommateurs qui nous font des demandes pour du coup intégrer un système de consigne, ou en tout cas d'être vigilants. Donc ça, c'est des choses qu'on prend nous en considération, et on a une charte de qualité justement qu'on soumet à nos restaurants dans laquelle on spécifie justement plusieurs critères, dont notamment des critères liés aux emballages, au respect de la réglementation d'une part, et si possible d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans la démarche, donc sur le côté éco-responsable. Donc tous les restaurants qui sont répertoriés sur ta plateforme doivent signer cette charte de qualité. Tout à fait, c'est un critère indispensable pour qu'ils puissent travailler avec nous. Ça a coupé beaucoup de business de faire ça? On a dit non à une cinquantaine d'établissements sur Lyon. Après, c'est important pour nous dans l'idée de se différencier aussi des autres plateformes par la qualité des partenaires qu'on peut proposer. Donc c'est à court terme une perte de business, mais par rapport à nos valeurs et ce qu'on veut faire sur le long terme, c'était important pour nous. Combien de restaurants aujourd'hui répertoriés sur Lyon Eats? Une centaine d'établissements. Et est-ce que tu as vu un vrai... comment tu as fait pour résister aussi à la crise pour toi, la crise du Covid a été finalement générateur d'opportunités business parce que les restaurants étaient fermés et avaient que la possibilité de faire de la livraison. Après ça, la plupart des gens ont voulu sortir, non, et ne plus se faire livrer chez eux un burger ou une pizza. Comment tu as fait pour survivre à ce changement? Ça a été un accélérateur de business, hein, clairement, le Covid, sur la partie livraison. Après, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est qu'il y a la livraison s'est démocratisée maintenant dans les habitudes de consommation. Il y a plusieurs études qui le prouvent. C'est une habitude qui est vraiment installée maintenant auprès des consommateurs. Donc, on n'est pas passé de tout à rien. Il est vrai que post-Covid, on a eu une baisse d'activité sur la partie livraison et un retour à la normale, on va dire, qui a été par contre vraiment compensé par le click and collect. Aujourd'hui, nous, ça représente à peu près 70% du volume de commandes et 30% en livraison. Donc il y a cet intermédiaire aussi, on pense souvent sur place livraison. Il y a l'entre-deux avec la partie click and collect du coup, où les gens font la démarche quand même de se déplacer au restaurant, mais du coup profitent d'un outil technologique aussi pour gagner du temps, pour simplifier les échanges. Donc le volume d'activité est là, la croissance est là. Après, sur la livraison, il y a une baisse forcément depuis la période Covid. D'où l'intérêt de se diversifier, de proposer à la fois click and collect et d'autres solutions digitales. Tu me disais le QR code, le menu sur QR code, tout à fait. Le site internet pour les restaurants. C'est justement des choses auxquelles on a réfléchi post-Covid, à la réouverture des restaurants. On s'est dit, bon, la livraison, ça va peut-être se calmer un petit peu, donc il va falloir qu'on trouve d'autres solutions pour accompagner les restaurants. Donc le menu QR code pour passer commande à table, la réservation de table aussi, création de site web. Il y a vraiment une offre 360 pour aider à la digitalisation du restaurant.
Et du coup, on les accompagne sur un petit peu tous ces sujets, ce qui nous permet, nous, d'être en croissance aussi et d'acquérir aussi d'autres restaurants. Parce que sinon, donc là, toi, tu es sur Lyon. Il y a eu d'autres initiatives similaires qui se sont développées, notamment Resto.Paris, à Paris, il y a quelques années, justement, à la même période, en fait, qui s'est développée en parallèle et qui a dû fermer faute de rentabilité. C'est pas une activité qui est facile et rentable, et en plus les gros du secteur ont complètement cassé les règles du jeu en faisant croire que c'était possible de ne pas payer ou très peu la livraison, alors qu'en fait le business est complètement... Enfin, les levées de fonds et l'injection de cet argent externe cassent les règles du jeu, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. En fait, il y a... La livraison aujourd'hui, pour nous en tout cas, c'est un des secteurs d'activité sur lequel on travaille et sur lequel on se doit de ne pas perdre d'argent. Je dis pas perdre d'argent, pas en gagner, pas perdre d'argent. Ce qui est déjà un défi important. Il y a un problème lié au marché aujourd'hui. Les grosses plateformes ont mis en place des frais de livraison qui sont très bas côté consommateur. Les consommateurs sont habitués à payer ces frais-là. On parle de 2 euros, 3 euros. Il y a même maintenant des systèmes d'abonnement pour ne plus payer du tout la livraison. Pour moi, c'est un petit peu faussé. La livraison, aujourd'hui, c'est un service. C'est un service qui coûte de l'argent et du coup qui doit être normalement justement rémunéré. Nous, c'est ce qu'on a voulu mettre en place aussi avec du coup notre flotte de livreurs qui est rémunérée 3 fois plus que sur les autres plateformes. Et là-dessus, comment tu fonctionnes sur les commissions ? C'est quoi votre modèle ? Pas de commission. C'était aussi quelque chose d'important pour nous. On avait beaucoup de retours de restaurants qui trouvaient ça assez injuste de payer autant de commissions. Le côté négatif aussi, c'est que le restaurant, pour s'en sortir, a tendance à gonfler ses prix sur ses plateformes pour répercuter les commissions. Donc en fait, on se retrouve dans un modèle où les plateformes prennent de l'argent, se gavent, on va dire, et le consommateur paye. Donc c'est un modèle qui pour nous n'était pas cohérent. Donc on a essayé de retravailler vraiment la totalité du modèle. Donc on met en place un système d'abonnement pour les restaurants, et après sur les livraisons, du coup il y a une partie qui est payée par le consommateur et une partie qui est payée par le restaurant. Mais en frais fixes, toujours pas de commission. Ah, Eloane, là-dessus tu me disais aussi que c'était justement un changement d'habitude des consommateurs qui sont plus... Enfin, toi, tu acceptes pas de livrer, ou tu accepterais pas dans l'idée, tu es un restaurant du 10e arrondissement, livrer ton kebab de Pleurote à l'autre bout de Paris. Enfin, voilà, c'est aussi se dire, faire marcher les restaurants locaux dans un rayon plus étroit, peut-être. Oui, la réflexion sur la livraison, elle a été assez forte pour nous au moment du Covid, où c'était à peu près la seule façon de travailler pour nous. Et je vais être peut-être un peu plus virulente encore contre les grandes plateformes de livraison, parce que pour moi, c'est un drame en fait, un petit peu le drame de notre secteur, du secteur de la restauration. Ça apporte une vision complètement fausse du coût de la livraison, c'est vrai. Du coût social aussi, parce que la plupart des livreurs de ces grandes plateformes n'ont aucune protection sociale. Et en fait, on contribue à la précarité sociale de ces livreurs en passant par ces plateformes. On contribue aussi à avoir un impact écologique négatif, parce que livrer une part de pizza à 10 km, 3 km ou même 1 km, en fait, ça n'a aucun sens écologique si on a un mode de transport carboné. Ça contribue également à une déconnexion totale de notre alimentation aux vivants, à la terre en fait. Ça nourrit des habitudes de consommation qui sont complètement déconnectées de la terre. Quand on passe 2 minutes au quotidien à commander un repas le soir, en fait, on ne sait pas ce qu'on mange. La livraison, ça nous déconnecte des ingrédients, d'où viennent les produits. Moi, je suis pour la cuisine. Je suis pour la cuisine à la maison. Et je pense qu'au-delà de repenser le modèle de la livraison, il faut en fait le déconstruire et vraiment comprendre le coût qu'ont ces grandes plateformes que je ne vais pas nommer parce que je pense qu'on les connaît tous et on n'a pas besoin de leur faire de la pub.
parce que c'est vraiment un drame pour notre société et la façon dont on s'alimente. Donc moi, je suis pour les modèles alternatifs de livraison qui repensent la livraison. Si ça nous permet de nous reconnecter à ce qu'on mange, quels sont les ingrédients, d'où ils viennent, si ça nous permet d'avoir une contribution positive sociale, si on n'exploite pas les livreurs et qu'ils ont une vraie protection sociale, et si on repense le rapport distance-volume transporté pour arrêter de transporter des pizzas à 10 km. Quand on s'est retrouvé à ouvrir notre restaurant en plein Covid, il y a eu des initiatives comme Resto.Paris qui ont essayé de nous proposer un modèle engagé et vertueux de livraison avec des conditions assez strictes pour le client parce qu'en fait c'était le seul moyen d'avoir un modèle vertueux et rentable. Donc il y avait un montant minimum de commande assez élevé, autour de 30-35 €. Il y avait un délai de commande assez important, il fallait commander à 3-4 heures avant l'heure de livraison souhaitée. Donc un certain nombre de contraintes qui ont fait qu'en fait, ça n'a pas pris. Parce que le client est beaucoup trop habitué à avoir de l'instantané, une commande à 10 € livrée à 5 km, et donc ça n'a pas pris. Et la déconstruction de ces habitudes de consommation qui sont maintenant très ancrées, comme tu le disais Pierre-Jean, parce que ça date pas du Covid en fait, les livraisons de repas, ça a commencé bien avant. Et ces habitudes, elles ne sont pas parties après le Covid. Les gens sont retournés au restaurant, mais ils continuent d'avoir cette... Une fois qu'on a eu de la facilité dans notre consommation, on ne veut pas trop revenir dessus, en fait. Donc, comment on va déconstruire ces habitudes? C'est très compliqué. Pour moi, ça passe forcément par de la législation, parce que déconstruire des habitudes de confort et de facilité... la sensibilisation, malheureusement, n'est pas assez forte. J'aime bien faire la comparaison avec l'utilisation des sacs plastiques dans les magasins. Je pense que pendant des années, on avait tous conscience qu'utiliser des sacs plastiques pour faire notre course, c'était pas bon. Mais pourtant, 9 fois sur 10, on oubliait de prendre des tote bags et d'autres sacs. Et on se retrouvait à prendre des sacs plastiques gratuits. Pour moi, la livraison à grande échelle des grandes plateformes, c'est un petit peu pareil. On va pas arriver à s'en passer tant qu'il n'y a pas un moment, un stop net. En fait, ce n'est pas possible. Ce modèle ne fonctionne pas. On interdit la distribution de sacs plastiques dans les magasins parce qu'on a bien compris que c'était le seul moyen de transformer ces habitudes de consommation. Je pense qu'on en est un petit peu là aussi sur le mode de consommation qu'on a avec la livraison de repas, qu'on a un tel niveau de facilité, de prix qui ne reflète pas la réalité des coûts sociaux, écologiques et financiers de la livraison, qu'il y a sans doute quelque chose à faire autour de la législation pour changer les habitudes. Pour revenir justement sur cette partie habitude alimentaire et revenir à la question de la consigne, c'est aussi quelque chose qui est très difficile à faire rentrer dans les mœurs. En tout cas, en France, en Allemagne, ils sont beaucoup plus avancés là-dessus, sur les bouteilles, sur les emballages. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dans les mœurs. Tout le monde vient avec un Tupperware en verre, une boîte, quelque chose, un mug même pour aller prendre son café, même dans un café à l'extérieur. Ici, on n'arrive pas à faire entrer cette habitude-là. La preuve, beaucoup de sociétés qui proposaient un système de consigne se sont écroulées ces dernières années, ont mis la clé sous la porte. C'est le cas de Réconcile dernièrement, qui était un des prestataires qui proposait des boîtes consignées, lavées, parce que c'est ça aussi qui est un peu l'enjeu, c'est de pouvoir proposer une chaîne de lavage sécurisée avec des normes d'hygiène. Chez Duni, vous venez de racheter une société, ou en tout cas d'investir dans une société allemande, je crois, qui justement propose un système de consigne. C'est un pari justement dans le contexte et sur le marché français. Comment vous allez vous y prendre ? Tout à fait. Donc on avait déjà pris une participation dans Relevo, donc qui est une société allemande basée à Munich. On est devenu majoritaire depuis peu. Encore une fois, c'est pour couvrir l'intégralité du spectre. Et on voit un besoin de consigne, de lavable, de réutilisation. C'est pas facile, ça se met en place petit à petit. Ça prend bien en Allemagne. Il y a aussi peut-être une culture de la consigne qui est plus forte, un historique plus fort. Comment ça s'explique ça ? Vous avez des pistes ? Pourquoi ils sont plus
vous avancez là-dessus? Les modes de distribution, peut-être. Je sais pas, enfin, je suis pas expert sur la question, mais c'est en Allemagne beaucoup des modes de distribution beaucoup plus éclatés, des plus petits points de vente. La France, c'est le pays de l'hypermarché, c'est la grosse distribution, un endroit où on trouve tout. En Allemagne, beaucoup plus. Un pays beaucoup plus fédéral, beaucoup plus local au final, puisque tous ces modèles marchent, ce sont des modèles locaux. Et nous, Relevo, l'innovation, c'était de la consigne sans avance de frais pour l'utilisateur. Donc avec un QR code, et on part, on prend par exemple un café, voilà, on le scanne, et on a 14 jours pour apporter le contenant. Ça, c'est le modèle de Relevo? Ouais. Si on le rapporte sous 14 jours, voilà, c'est pas facturé. Après, il va y avoir des rappels en vous disant il faut rapporter le contenant. Et le restaurateur, lui, paie au nombre d'utilisations. Donc, ce qui permet de ne pas avoir acheté pour le restaurateur, il n'y a pas besoin d'avancer le stock. Et c'est un système un peu à la demande. Ouais. T'en penses quoi, Eloane, de ce système? Ça peut être intéressant pour saisonnaux ou pour des restaurants qui ont peut-être plus de volume. Qu'est-ce que tu pourrais l'utiliser? Oui, alors chez Saisonneau, on a fait le choix d'investir dans un stock en propre de boîtes parce que c'est adapté à notre activité où la vente à emporter ne représente pas la majorité de notre activité. On fait une dizaine de couverts par jour en vente à emporter, donc c'est un petit volume. Le nettoyage est complètement gérable à notre échelle. Voilà. En revanche, je pense qu'on atteint assez rapidement la saturation si la vente à emporter est la majorité de l'activité d'un restaurant. On ne pourrait pas gérer plus de 50 ou 60 couverts à emporter avec un stock en propre et notre propre système de nettoyage. Et donc, je pense que cette solution est tout à fait pertinente pour les restaurants qui ont une activité plus importante en vente à emporter, parce que le nettoyage, c'est un métier, en fait, pour avoir quelque chose sans aucun risque en fait, de contamination. Également en temps passé, en énergie consommée. Voilà. Plus on regroupe cette activité-là dans des centrales de nettoyage, plus c'est intéressant. Et là où je vois un grand avantage aussi à cette solution, c'est sur l'absence de coût pour le client, parce que c'est un vrai frein à la mise en place de la consigne. Nous, on le voit déjà à notre échelle, parce qu'on fait payer entre 2 et 3 euros la boîte en verre en location. Ce qui marche très bien pour nos clients fidèles qui viennent 1 ou 2 fois par semaine, qui ont cette habitude-là, qui sont très proches de notre restaurant. Mais ça marche beaucoup moins quand c'est des clients de passage ou qui sont un petit peu plus éloignés. 2 ou 3 euros sur un repas à 12 euros, en fait, c'est beaucoup. Et donc, ce coût-là peut être un frein. On a déjà manqué des ventes parce qu'on n'a pas d'alternative, on ne propose pas de jetable. Donc, le fait d'avoir cette solution où le client n'a rien à payer au moment de la vente à emporter, je trouve que c'est hyper pertinent et que ça va vraiment contribuer à répandre ce système de consigne. Parce que pour moi, le frein de la consigne, il est principalement sur le prix de la location à rajouter. Olivier, là-dessus, tu voulais ajouter quelque chose? Non, là je te rejoins. Et puis la difficulté aujourd'hui, on a des clients qui ne veulent pas encore rapporter, des restaurateurs qui ne veulent pas stocker, et qui parfois ne veulent pas laver et qui n'ont pas de place. Et c'est ce triptyque là qu'il faut arriver à casser ça. Le marché balbutie, le législateur va nous aider, les lois vont nous forcer à introduire de plus en plus de pourcentage de réutilisation de consignes. On expérimente, on teste. Dans les pays nordiques, d'où vient Duni, on en est où là-dessus, sur ces questions? Est-ce on a toujours l'impression d'être à la traîne par rapport aux pays nordiques? Est-ce que c'est le cas sur ce sujet? Sur la consigne aussi, ils cherchent, je dirais qu'on prend sur un autre sujet, par exemple les PFAS, les PFAS, donc les polluants éternels, les perfluorés. Le Danemark les a déjà interdits, je crois, en 2020, alors que nous, l'interdiction au niveau européen devrait arriver d'ici 2030. Oui, je pense que sur bien des sujets, les normes, les normes des produits, tout ça, ils sont en avance. Et nous, justement, par rapport à ça, pour l'instant, la loi qui vient de passer ne concerne pas les ustensiles de cuisine. Et donc, j'imagine, par extension, ne concerne pas non plus les revêtements intérieurs de boîtes.
ou même de paille. On entendait justement dernièrement les pailles biosourcées, compostables, qui en fait contiennent un revêtement intérieur avec des polluants éternels. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut utiliser? Il n'y a plus rien qui est sain, à part peut-être le verre et l'inox. Il y a quand même des solutions possibles. Comment vous faites? Comment vous avez traité cette question chez Duni? Alors nous, on a décidé de sortir des PFAS avant l'interdiction. Donc c'est une transition qu'on a orchestrée cette année. C'est pas facile, il faut sortir les anciens produits des stocks, faire venir les nouveaux, expliquer aux clients. Et puis ces PFAS étaient bien parce qu'ils protégeaient les produits sans avoir besoin de passer par une lamination en PE ou en PLA. Une lamination, c'est quoi? C'est une pellicule en fait qui est collée soit à la bagasse, soit au carton, et qui permet de faire, ça fait une barrière étanche. Donc par exemple pour des produits, pour des plats en sauce, pour ce genre de choses à emporter, c'était la solution idéale, quoi. Oui, tout à fait. Et donc sortir, enlever les PFAS, ça nous a laissé le choix. On s'est retrouvé avec 2 articles, avec un produit, un saladier en bagasse en pulpe sans PFAS. Ça peut aller pour mettre du riz, des choses comme ça, mais dès qu'on met un plat en sauce, qu'on met des pâtes, ça va boire. Et donc là, on a été obligé aussi parfois de proposer une alternative avec lamination. Donc on s'est amusé au bureau, les chefs de produits ont mis des saladiers sans PFAS, on a fait des tests, on a dit ok, pour ce type de cuisine, on peut vous recommander un produit non laminé sans PFAS, et pour celui-là, il va falloir passer sur du sans PFAS, mais avec une lamination. Plastique donc. PLA. Donc, qu'est-ce que c'est? PLA, c'est l'acide polylactique, c'est l'amidon de maïs. Donc c'est un plastique biosourcé qui reste compostable en milieu industriel et domestique. Parce que sinon, on se serait dit, ok, en fait, on doit revenir vers du plastique, pas sans PFAS. Enfin, en fait, la solution commençait à être compliquée, ou alors se dire vraiment réduction au maximum. Il y a certains produits sur lesquels la réduction est difficile. Donc, vous avez trouvé cette solution-là? Oui, puisque après, le produit reste recyclable. On peut séparer la lamination PLA du produit ou alors la composter, mais c'est à l'inverse du PFAS qui, lui, est un polluant éternel qui ne se dégrade pas dans l'environnement. Pierre-Jean, sur les emballages, vous n'avez pas dans la charte, est-ce qu'il y a des choses qui sont mentionnées dans la charte de Lyon Eats sur les emballages, ou en tout cas des conseils, des choses que vous prodiguez aux restaurateurs qui font partie de la plateforme? Alors oui, on a des choses dans la charte, mais c'est des choses qui sont déjà légales. On en a déjà parlé, l'interdiction du plastique par exemple. Après, on souhaite nous aller un peu plus loin sur la partie livraison, donc on est en phase de test en ce moment, justement sur des boîtes consignées. C'est des demandes qui émanent là pour le coup plutôt de consommateurs. Il y a un gros sujet, et je rebondis justement sur ce que tu disais tout à l'heure, où tu parlais de déconstruire le modèle de livraison. Moi, je pense vraiment qu'il y a une solution alternative qui est possible et du coup qui va intégrer des enjeux majeurs. Celui-là en est un. Entre autres, tu parlais du social, tu parlais de l'environnemental vis-à-vis des livreurs aussi. Nous, c'est des leviers sur lesquels on essaye de travailler. Après, il y a un dernier sujet du coup qui nous réunit aujourd'hui, c'est le sujet des emballages sur la livraison, sur la vente à emporter. Aujourd'hui, c'est des emballages jetables qui sont utilisés. Il y a un modèle différent qui est possible. Il va falloir sensibiliser le consommateur. Ça va passer potentiellement par une partie légale, mais nous, en tout cas, on va essayer de prendre les devants sur certains sujets, et notamment sur le sujet de la consigne. Et par exemple, demain, il n'y aurait plus de carton de pizza? Comment on fait? C'est plus compliqué sur les pizzas, c'est plus compliqué. Non, c'est un des sujets majeurs. Pour moi, il y a 2 grosses problématiques aujourd'hui. C'est justement la multiplicité des emballages qui sont utilisés par les restaurants. Du fait de la cuisine qu'ils proposent, tout simplement. Et le deuxième sujet très important sur la partie livraison, c'est la logistique. La logistique de la consigne. Il faudra intégrer du coup un système de récolte derrière de consigne. Ça veut dire potentiellement du tracking. Ça veut dire, voilà, il y a plein de sujets qui gravitent un petit peu autour. Donc on pourrait se dire c'est simple, on va le faire. Quand on met le doigt dedans, on se rend vite compte qu'il y a d'autres sujets autour qui sont très importants. Tu es d'accord avec ça, Eloane? Oui, je pense que le sujet de la consigne, il doit être collectif. On ne peut pas seul, petit restaurant indépendant ou seule entreprise de livraison alternative,
décidé de mettre en place ce système. Parce que je pense que la réussite d'un système de consigne dépend de la multiplicité des points de collecte, de récupération des consignes, de distribution et de collecte, qui peuvent être les mêmes ou pas. Et je vois qu'on arrive à rendre certains systèmes, à faire fonctionner certains systèmes de consignes à petite échelle, comme par exemple sur des festivals. Nous, on a participé au festival We Love Green, où ils ont fait le choix très fort cette année d'avoir 0 emballage jetable. Et donc, à cette échelle, avec quand même 30 000 ou 40 000 participants festivaliers par jour, on a réussi à faire un festival 100% consigné. Parce que c'est acquis maintenant dans les habitudes de consommation d'avoir des éco-cups qu'on prend, qu'on ramène. Et donc, ils se sont servis de ces habitudes acquises et déjà vertueuses pour le transposer à l'alimentation avec des contenants, des assiettes, des bols réutilisables qu'on prend auprès des restaurateurs et qu'on va remettre dans ces points de collecte. Mais le succès de cette démarche tient au fait qu'il y avait énormément de points de collecte, que c'était facile de se faire rembourser, qu'il n'y avait pas la queue, etc. Quand on est à l'échelle d'une ville ou peut-être d'un quartier pour être plus raisonnable au début, décider de mettre en place un système de consigne alors qu'il n'y a pas des points de collecte à chaque coin de rue, ça va être très compliqué. Il faut faciliter la vie des clients aussi pour cette remise. Donc moi, je crois beaucoup au système de consigne, y compris en livraison, je l'espère, qu'on pourra réussir à mettre en place ça. Mais ça ne dépend pas d'un seul intervenant. Malheureusement, il va falloir quelque chose de collectif. Et comme toute démarche collective, il faut que ce soit du privé, du public, et que la législation, le pouvoir législatif favorise l'installation d'un système de collecte, de tracking, pour qu'on puisse mettre en place cette démarche vertueuse. Mais c'est possible. Et si on le fait à l'échelle d'un festival où 150 000 personnes mangent en 3 jours, je pense que c'est possible de le faire à l'échelle d'un quartier pour commencer, puis d'une ville et peut-être d'un pays, je l'espère. Et donc c'est un appel aux décideurs, au pouvoir public, aux législateurs sur avancer là-dessus et que vous ne soyez pas seuls face à ces combats à porter qui sont parfois un peu lourds. Là-dessus, il y a un exemple d'une entreprise qui s'appelle les Marmites Volantes. Ariane Delmas, la fondatrice, était ici hier et elle, ça fait plus de 10 ans qu'elle met en place un système vertueux, des livraisons à vélo, de petites marmites en inox consignées, y compris donc, pour la restauration scolaire. Et pour les entreprises, elle fait du traiteur en entreprise qui reçoivent des marmites avec pas des portions individuelles, mais des grands plats à partager. Ça remet aussi un peu de convivialité plutôt que dans un monde un peu individualiste. Avant de vous donner la parole, une dernière question pour toi, Eloane, sur justement, on en parlait, comment tu conçois tes recettes pour éviter les déchets ? Oui, alors c'est vrai que nous, on est passé sur... on fait un petit peu moins de livraison, enfin on fait plus de livraison parce qu'on n'a pas notre acteur Lyon Hits à Paris et j'espère que, on arrive. que vous arriverez pour qu'on puisse retrouver un partenaire en cohérence avec ce qu'on défend. On est passé sur un modèle plus collectif de la vente à emporter et de la livraison qui est l'activité traiteur et événementielle où on livre des événements corporate ou privés en grand volume, parce que moi je considère que si on se déplace, il faut que ce soit rentable écologiquement et économiquement. Et pour ça, on est forcément passé sur des volumes plus importants. On va livrer des événements de 30 à 300 personnes. Tout en ayant cette réflexion autour des emballages jetables, l'activité événementielle historiquement est très très émetteur en déchets et on a eu tous, je pense, eu l'occasion de participer à des soirées cocktails où on avait des petites verrines en plastique et des fourchettes à tout va et donc on a vraiment eu envie de réinventer ça dans le traiteur. Et aujourd'hui, on conçoit, on imagine des recettes qui se mangent entièrement à la main, donc sans aucun contenant. Donc ça va être des tartelettes, des focaccia. Le premier critère qu'on a en tête quand on conçoit les recettes, c'est comment on va les manger. Donc on privilégie les dégustations à la main. Et également, quand on livre des plats à partager, en fait, c'est 100% réutilisable et lavable.
Donc on travaille avec un partenaire qui nous livre la vaisselle et qui vient la récupérer. Donc là, c'est pas en vente à emporter, mais c'est vraiment des assiettes, des couverts en inox. Et on facture cette prestation au client, qui est très content de la payer. Parce qu'en fait, les clients sont très contents de manger dans des assiettes en porcelaine ou des couverts en inox. Et quand on a mis ça en place depuis 4-5 ans, et les premiers retours avaient été... il n'y avait pas de sujet, en fait. C'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. À l'échelle d'une entreprise, ce n'est pas un coût qui est vraiment compliqué à absorber. Et donc aujourd'hui, on ne laisse plus le choix. Et je pense que ça, c'est un critère important, enfin, c'est en tout cas une action importante pour nous, c'est de ne pas laisser le choix. On l'a laissé un petit peu à un moment quand on faisait de la vente à emporter au restaurant. On laissait le choix entre la boîte consignée à 3 € ou l'emballage jetable à 50 centimes. Et en fait, entre ne rien dépenser, parce qu'on va payer 3 €, mais on va les récupérer, et dépenser 50 centimes tout de suite, mais sans avoir à revenir, les clients préféraient dépenser 50 centimes parce qu'on voulait faire payer le coût de l'emballage jetable. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait ne pas laisser le choix de l'emballage. Ce n'était pas un critère de choix pour nos clients parce qu'ils n'arrêtent pas de nous commander des buffets traiteurs parce qu'on ne leur laisse pas le choix. Heureusement, ils préfèrent notre cuisine aux emballages jetables. C'est un point positif. Donc, aucun regret par rapport à ça. Tout le monde s'en accommode, ils sont prêts à payer le prix de la location de vaisselle. Et en parallèle de ça, on a cette démarche-là dans la conception des recettes, de créer des recettes qui se mangent à la main, y compris sur les festivals. On va privilégier les sandwichs, les choses où il y a juste une serviette biodégradable et pas un contenant, une fourchette et un couvercle. Merci. Est-ce que vous avez des commentaires à faire à nos intervenants, des retours, des questions? Si jamais vous cherchez à lancer votre activité et à proposer de la vente à emporter, comment vous allez vous y prendre? Un partage d'expérience. Tout est clair, ça veut dire qu'on a déjà posé toutes les questions peut-être, même s'il y en a d'autres qui me viennent. Moi je pensais à... Dernièrement je suis allée dans un festival à Marseille où le traiteur avait des sortes de bols en cracker. Donc en fait c'était comestible et c'était bon. Et c'était pas... parce que j'avais déjà goûté des choses aussi comestibles qui étaient vraiment pas très réussies, fades, un peu pâteux. Et là je pense que... Je vais pas demander si c'était elle qui les faisait, mais c'était très réussi. Et donc elle pouvait mettre des plats... un peu travaillé en sauce dans ces bols crackers. Donc il y a aussi cette partie comestible. Duni ne veut pas investir là-dedans, c'est pas une piste de développement? Pourquoi pas? Après, ces solutions qui sont toujours très 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 niches. Et nous, un des problèmes, c'est passer à l'échelle. Parce que ça c'est une goutte d'eau dans un océan. C'est très bien, il faut aller chercher des solutions, mais comment fabriquer après 100 000, 10 millions, 50 millions de barquettes comestibles? C'est un autre sujet avec les problèmes d'alimentation ou autres. Mais pour revenir sur l'univers, c'est vrai, le festival, la consigne marche bien en univers clos. Quand il y a un flux, les gens reviennent au même endroit. Maintenant, tout notre challenge, ça va être de faire ça dans un univers ouvert qui est celui de la restauration. Et le combat, il commence maintenant. Là. Merci. Ouvert ou semi-ouvert. Ça peut être par l'intermédiaire d'acteurs, en l'occurrence comme nous, c'est-à-dire avec une communauté déjà existante de restaurants. Vous allez commander dans un établissement et redéposer dans un autre établissement. Encore faut-il que ça fonctionne et que ça soit pas une pizza versus un plat traditionnel. Mais je pense que c'est une piste de réflexion en tout cas. Tu t'en parlais tout à l'heure, peut-être sur déjà un quartier, une ville. Voilà, ça va être petit à petit qu'on va pouvoir avancer sur ce sujet. Ayloane, le mot de la fin? Non, mais repensons la vente à emporter et réfléchissons aux coûts invisibles, en fait, aux coûts écologiques, sociaux. Et ces habitudes de consommation à repenser. Mais je pense qu'il y a énormément d'invisibilisation de tous ces coûts dans notre société actuellement et qu'il faut les rendre visibles pour les déconstruire. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Merci à vous également de nous avoir écoutés.
Je vous invite à rester pour la suite. On va s'interroger sur les questions de manger local. Est-ce que c'est synonyme de manger durable? À tout